Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième session du Forum des étudiants 2023. Hier, on a eu nos deux premières sessions avec Sacha et Stéphane. Aujourd'hui, sur notre deuxième jour, on va attaquer à 18h avec Mathieu Misiraka qui est chef opérateur et professeur en BTS audiovisuel. Et aujourd'hui, pour cette première session de la journée, on accueille Ilona. Comment ça va, Ilona ? Salut, ça va super, merci pour l'invitation. Merci à toi de venir, de prendre ton temps pour venir nous expliquer un peu ton métier. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est ton métier au final ? Alors, je suis réalisatrice de films institutionnels en freelance, donc c'est-à-dire que je réalise des clips vidéo, mais aussi des publicités de brand content. Et à côté, je réalise des courts-métrages de fiction. Ok, et donc ça fait combien de temps que tu fais ça à temps plein ? Ça fait 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Est-ce que tu es sorti d'école J'ai commencé pile poil à ma sortie de fin de formation, à vrai dire, donc juste après le Covid, c'est-à-dire en 2021-2022, entre les deux. Ok, et donc c'est sous forme de freelance. C'est ça. Ok, donc on va revoir un peu tout ton parcours. Juste avant, je vais réexpliquer un petit peu le concept du forum. Donc l'idée, c'est de faire intervenir des professionnels de différents milieux de l'audiovisuel, hein, l'image, le montage, la réalisation comme aujourd'hui, ou même le son. On verra tout au long de la semaine. Et l'idée, c'est que ces professionnels nous expliquent leur parcours, comment ils sont arrivés jusqu'ici, par quelle école ils sont passés, quels conseils ils ont à nous donner pour vous qui souhaitez soit peut-être faire le même parcours ou découvrir un nouveau métier, découvrir de nouvelles manières de rentrer dans ce milieu-là. Donc c'est pour ça que ce forum a été créé l'année dernière. Donc toi, Elena, donc ça fait 2 ans du coup que tu es réalisatrice. D'ailleurs, tu as réalisé une fiction récemment qui est en cours de montage, c'est ça? De montage son, C'est il me ça, oui. semble. Exactement. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur ce court-métrage? Alors, c'est un thriller horrifique, de environ 13 minutes qui traite, de, comment on vit l'avortement. Voilà. D'accord. Donc là, c'est un projet qui a été tourné quand exactement? Ça a été tourné sur 1 an et 9 mois, en fait, entre la fin de ma formation technique et aujourd'hui, le Aujourd'hui. montage-ci. Donc en D'accord. fait, on a tourné, sur, plusieurs mois, en 2 jours de tournage par-ci et puis 2 jours de tournage, 2 mois plus tard, pour correspondre aux disponibilités de l'équipe. Ok, donc ça, c'est un travail que tu as fait en temps. Donc tu étais réalisatrice sur le projet, tu as été aussi autrice? C'est ça. Oui, c'est ça, et j'ai fait le D'accord. montage. Et tu fais le montage en plus. Donc vous avez tourné. Donc c'est un Ouais. projet sur 1 an et demi, mais le tournage, il s'est déroulé quand? C'était juste à la fin de la sortie de tes études? Exactement, oui. De base, c'était un projet étudiant, mais qui a pris de l'envergure et donc entre-temps, il avait besoin de plus de temps de préparation, donc je l'ai fait en dehors de ma formation courte. D'accord. Donc c'est un projet qui vise à faire quoi? À faire des festivals ensuite à l'avenir? Quand est-ce que vous pensez le diffuser ensuite? On aimerait bien l'envoyer en festival courant 2024 et pouvoir organiser des projections publiques, dans le but justement de porter le message du film, heu, courant 2024-2025, pourquoi pas plus si le film fait son effet, bien sûr. Bien sûr, ok. Donc on va revenir sur un petit peu ton parcours au tout début. Comme avec les autres, on revient au tout début. Donc d'où c'est venu cette envie de réaliser des contenus, de réaliser de l'audiovisuel, en fait de travailler dans l'audiovisuel en général. Je pense que c'est venu de plusieurs inspirations et passions quand j'étais jeune. Donc, d'abord, je me suis intéressée à la lecture, évidemment, et à l'écriture. Donc j'ai suivi une filière littéraire, au lycée, mais aussi au théâtre. Donc en fait, j'ai fait une initiation en maternelle et ça m'a suivie pareil jusqu'au lycée. À côté, je faisais de la danse et des arts martiaux qui m'ont enseigné la discipline qu'il peut y avoir dans l'expression créative. Et tout ça, en fait, ça a fait sens et ça s'est regroupé en une seule vocation quand j'ai eu l'opportunité, enfin la possibilité de découvrir le cinéma avec l'option CAV au lycée. Ok, donc tu as eu toute cette période de collège-lycée. Et ensuite, donc après le lycée, qu'est-ce que tu souhaitais faire? Hem, Tout de suite, en fait, je me suis intéressée à la réalisation. Mon but, c'était vraiment de pouvoir, porter mes œuvres complètement, de pouvoir passer du roman qui m'intéressait à la base et de pouvoir le relier donc, à toutes ces autres disciplines et de pouvoir les porter, de voir ma vision donc, portée du début jusqu'à la fin. Et donc pour ça, j'ai décidé de suivre un cursus plutôt théorique, dans une école de cinéma, dès mes 18 ans. Qui Donc je s'appelle? suis allée à Ouais. l'ESSEC, L'ESSEC, ok. Donc c'est l'ESSEC, ça. c'est une école à Paris. Pourquoi cette école en particulier? Est-ce qu'il y avait une raison à cette école par rapport à toutes les autres qui existent?
Ce qui m'avait intéressé avec cette école, bah, c'était, vraiment le focus sur le côté théorique, notamment avec des intervenants, professionnels, notamment des critiques, des réals, mais aussi des compositeurs et en fait, c'était, le fait que dans cette école, on n'étudie pas que le cinéma, mais aussi, l'art dans sa globalité, donc la photographie, la composition musicale et ça m'avait vraiment intéressé d'avoir donc ce cursus complet, en fait. D'accord. On voit là, on va afficher à l'écran c'est les différentes matières en fait qu'il y a dans ce cursus-là, pardon. C'est ça. Donc, c'est quoi Heu en détail? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu les différentes matières qu'il y a? On va avoir beaucoup donc d'analyses, de critiques, de fiches de lecture, analysées, donc notamment des devoirs sur table, des présentations en groupe, heu, dans tous les domaines, de l'image. Donc on peut aller vraiment, par exemple, dans la théorie des mythologies du cinéma américain, heu, jusqu'à, la narration, dans, l'image, par exemple, des films japonais. Donc c'est, la culture cinématographique internationale qui est étudiée, pour, vraiment former au développement, pour moi, d'une culture artistique, approfondie, on va dire. D'accord. Donc, c'était quoi? Est-ce que vous aviez des exercices en particulier, c'est-à-dire en termes d'évaluation, est-ce que vous aviez des analyses filmiques, des choses comme ça? C'était surtout théorique au final. Oui, c'est ça. Alors la première année est préparatoire, donc là, elle est purement théorique. On ne touche pas du matériel avant de savoir pourquoi il est utilisé Hmm. et donc effectivement, on avait beaucoup de devoirs sur table, mais aussi à l'oral, sur ces sujets-là, heu et au final, c'était super intéressant à faire. Vraiment ça entraîne à avoir une discipline, en fait, créative. De savoir pourquoi on utilise ce matériel, pourquoi on veut faire tel type d'image, c'est plus ouais, en rapport au C'est ça. final à l'analyse filmique au final. C'est ça, exactement. Il y avait aussi un semestre en, 3e année, il me semble, qui était consacré à la préparation du concours de la FEMIS, notamment l'analyse de films. Donc Hmm. ça, pour ça, c'était plus intéressant. Ok. Et donc beaucoup de théorie, est-ce qu'il y avait un peu de pratique également? Oui, à partir de la 2e année, en plus d'approfondir, donc de continuer d'approfondir les notions théoriques, on a, des tournages en groupe tirés au sort tout au long de l'année et pour continuer sur la théorie, c'est des films qu'on doit faire à la manière de certains cinéastes, donc c'est-à-dire qu'on prend le scénario de, par exemple, Scorsese, Fellini et qu'on fait notre adaptation. Donc c'est plutôt D'accord. intéressant, d'une Ah ouais. séquence, d'une scène. Vous analysez une séquence d'abord d'un vrai film et vous la refaites à votre sauce après, c'est ça, en pratique du C'est coup. ça, Ok. exactement. Tu nous as ramené quelques images que je vais montrer. Donc ça, c'est par exemple un exemple d'atelier pratique. Exactement, donc ils ont un plateau de tournage avec, bah, notamment une dolly et des rails de travelling comme on peut voir. En matériel, ils ont donc ça c'est cool, une, Arri Alexa, donc Ok. plutôt intéressant. Voilà, donc on a accès à du matériel de qualité, qu'on peut utiliser, bah, pour nos tournages en fait, mais uniquement pour l'école bien sûr. Hmm. Et on a aussi un accompagnement avec des professionnels pour apprendre à les utiliser. Oui, parce que je vais rebondir sur les précédentes sessions. Sacha, qui était en BTS audiovisuel, parlait d'intervention professionnelle. Est-ce que vous avez des interventions professionnelles pour vous apprendre à utiliser le matériel? Oui, on en avait, quelques-uns. C'était, des ateliers avec des intervenants ponctuels. Les professeurs qui restaient disons, à l'année, c'était plutôt les professeurs de théorie. D'accord. Donc, vous avez à peu près combien d'interventions, par exemple, bon, donc c'est 3 ans les SEC, vous as combien d'interventions à peu près D'intervention de professionnels extérieurs, pour le matériel, je dirais qu'on en a entre 4 et 6. Je m'en souviens plus exactement, mais je pense que Hmm. c'est à la hauteur des projets qu'on a à faire. Par exemple, projet 3, on a accès à la dolly, donc on apprend comment l'utiliser, en un atelier. D'accord, donc ça veut dire que tant que vous avez pas eu cette intervention par exemple sur la Dolly, vous ne pouvez pas utiliser cette Dolly pour vos projets, vous pouvez pas expérimenter avant, vous devez attendre d'avoir Exactement. cette formation dessus. D'accord. Et au C'est niveau ça. pareil, je vais rebondir par rapport aux précédentes interventions qu'on a eues. Sacha qui disait qu'il y avait en BTS le visuel des temps le soir, on pourrait rester le soir justement pour expérimenter. C'était pas vraiment quelque chose qu'il y avait à l'ESSEC ou il y avait quand même cette place à Hem l'expérimentation? Dans ma promotion, c'était toléré, mais c'était pas vraiment répandu, malheureusement. Hem, Au contraire, je pense que vu que le matériel, bah, enfin, vaut cher, ils laissaient pas trop les étudiants les emprunter pour des projets personnels. Mais oui, on avait le droit de le tester, de demander des ateliers en plus sur le plateau de tournage de l'école. D'accord. Donc on a fait à peu près le tour au niveau de l'ESSEC. Donc sur ces 3 ans-là, ces 3 ans et il y a des options différentes, c'est ça? C'est ça. À la troisième année, là, on se spécialise, donc ça peut être en production,
en assistanat réalisation slash réalisation, montage, documentaire ou scénario. D'accord. Et Et donc, donc là, oui, vas-y, vas-y. voilà, pardon, excuse-moi. Pour le coup, c'est des cours vraiment purement théoriques sur ces métiers-là et enfin théoriques avec aussi quelques exercices pratiques, notamment en assistanat réalisation, créer des dossiers, etc. Et c'est avec des intervenants professionnels de ces métiers. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ouais, d'avoir ouais, des vrais professionnels qui viennent expliquer le métier, c'est sûr. Et donc à la fin de ces 3 ans, j'imagine qu'il y a une sorte d'examen. Comment ça se déroule la fin de l'année, enfin la fin du cursus? Alors, la fin du cursus, ce qui est intéressant, c'est que tu as, quasiment toutes les sections qui se réunissent, toutes les spécialisations qui se réunissent, pour faire un dernier film qui est évalué. Par exemple, les étudiants en scénario écrivent donc leur scénario de fin d'année, que les étudiants en assistanat réalisation vont, donc produire, et ceux en prod vont, organiser, produire aussi. Et les montages, bien sûr, vont les monter. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a juste les documentaires qui, eux, doivent faire leur reportage seuls, également. C'est une discipline un peu à part. Et, et voilà, et donc à la fin, on est jugé avec tous les professionnels, les, les professeurs. Oui, une évaluation globale. Mais du coup, en termes de pratique, et est-ce qu'en termes de théorique, tu as aussi des examens de fin d'année ou est-ce que c'est sur toute l'année? Comment ça se passe théoriquement parlant? C'est effectivement, il y a une évaluation continue sur toute l'année et des tests de fin d'année dans chacune des matières. Ok. Donc toi, cette formation ESSEC, qu'est-ce que tu en as pensé concrètement? Est-ce que tu as des points positifs, des points négatifs sur cette école-là? Alors, j'ai tiré une bonne expérience de mon passage à l'ESSEC. Ce que j'ai le plus apprécié, c'était justement ce côté théorique, où là, pour le coup, on a des cours vraiment enrichissants et des contacts avec des professionnels qualifiés, mais aussi un cursus ultra complet et approfondi. Bon, après, bien sûr, il faut toujours approfondir à côté, regarder les films dont on parle, etc. Mais c'est quand même super complet. On a aussi donc accès à du matériel de haute qualité. Et au niveau de la vie étudiante, il y a un BDE avec des clubs, ciné-club, chorale, dont je fais partie, Ah oui. pour vraiment créer du lien entre les étudiants. Oui, il y a un spectacle de fin d'année aussi, enfin voilà, Ah c'est ouais, ah ouais, donc c'est vrai, ça c'est va trop très cool. loin. Ouais, c'est cool. Oui. Et voilà, il y a quand même quelques mois. Principalement, je dirais que comme il y a beaucoup d'étudiants, les classes sont très nombreuses. Donc parfois, ça peut être compliqué pour certains cours, notamment. D'avoir une ambiance vraiment studieuse, tout simplement. Puis en Mm. plus, on sort du lycée pour la plupart, en première année en tout cas. Donc voilà, il va y avoir cette effervescence-là en cours, mais aussi une compétitivité entre les étudiants. Euh, Disons que j'ai été surprise en sortant de l'école de la sincérité de, comment dire, la solidarité qu'il y a dans le milieu du visuel que je n'ai pas eu dans cette école. Mais c'était peut-être ma promotion ou les promotions d'après. Et Mm. j'espère que ça s'est arrangé. Ça fait quand même quelques années, c'était avant le Covid. Ouais. Euh, donc voilà, et aussi en moins, c'est le fait que le cursus, il est principalement théorique. On a une pratique qui est quand même encadrée, mais qui est surtout improvisée, puisqu'au final, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait avec le matériel. On n'est pas des experts et on manque peut-être un peu de pratique, je pense. Mm. Ok, tu disais, pareil, que donc, les classes sont assez chargées. Donc j'imagine qu'en termes de Mm. pratique, c'est aussi compliqué d'avoir accès au matériel. Est-ce il y a beaucoup de matériel pour que tout le monde puisse pratiquer un petit peu sans se marcher dessus? Euh, c'est juste. C'est pile poil ce Mm. qu'il faut. Disons qu'il y avait 9 groupes de tournage, il me semble 8, 9 groupes. Et justement, ces 8 groupes-là, il fallait qu'on s'accorde par rapport à notre date de tournage pour tous avoir le matériel. Mais je pense que c'est un peu toutes les écoles, ça. On a quand même effectivement un matériel limité pour faire les max de tournages en même temps, peut-être. D'accord. Parce que on n'est pas trop rentré dans le parc matériel. D'ailleurs, Mhm. j'en profite pour ceux qui sont avec nous en direct sur Discord et sur YouTube, que vous pouvez interagir dans le chat en haut à droite pour poser vos questions en direct et on pourra y répondre avec Ilona. Donc moi, je t'en pose une directement, plutôt liée au parc matériel. Donc, c'est quoi les références? On a parlé avant d'Arri Alexa en termes de caméra. Euh, Est-ce que tu te rappelles un peu des Euh, références que vous utilisez? on a une Dolly Piwi. Les raies qu'on avait en photo, je me souviens plus de la ref exacte. Des pieds, on a du classique Manfrotto. On a des pieds pour des cams ciné. Je me souviens plus malheureusement des Ouais. références Et en exactes. termes de lumière Euh, ou de En caméra light, on lumière? est plus sur des Fresnel, euh, des mandats, pas beaucoup de LED par contre. D'accord, surtout du Je crois que quand je suis traditionnel. partie, ils ajoutaient tout ce qui est Alexa, Astera, pardon, Mm. SkyPanel.
D'accord. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé niveau parc matériel, peut-être ça a évolué. C'est que ça manquait de l'aide à l'époque où tu y étais. Oui, c'est ça. Ok. Donc, on sort de l'ESSEC, donc c'est-à-dire que donc, tu sors de l'ESSEC, et qu'est-ce que tu décides de faire du coup à cette sortie d'école? Alors, à ce moment-là, au moment où je vais sortir de l'ESSEC, qu'est-ce qui se passe? Il y a le Covid, Ouais, donc je devais trouver un stage pour valider mon diplôme. Ça a été assez compliqué à trouver vu les circonstances, ils ont rallongé notre période d'obtention du diplôme, ce qui fait que j'ai pu trouver le stage l'année d'après. Donc c'était en post-production pour le coup, donc purement du montage. mm, Donc effectivement, j'avais pu l'étudier en cours et aussi en CAV, donc c'était vraiment l'occasion d'approfondir aussi cette technique-là. Et en sortant de ce stage, bon, j'avais toujours ce rêve d'enfance, d'adolescence de faire de la réalisation. mm. Je me suis dit pourquoi pas me lancer en freelance en tant que vidéaste, voilà, réalisation. Et je me suis dit quand même, bon, il faut que tu approfondisses tes compétences techniques si tu veux vraiment te lancer dans le milieu en solo, en freelance. Alors pour ça, j'ai trouvé une formation courte, comme on en parlait tout à l'heure, à la SAE Institute Paris, euh, afin de vraiment avoir une formation technique pour le coup. Donc la SAE, c'est une filière parisienne d'un réseau international d'écoles qui forment au métier de la production audiovisuelle cette fois. Mm. Donc, c'est vraiment de la production vidéo au standard TV ou web. Euh, Cette formation courte délivre un certificat de production vidéo et te permet de prendre en charge en fait toute la chaîne de production, de la conception au montage, quoi. D'accord. Donc, en général, cette deuxième formation pratique, elle te permet d'accéder à quel métier en termes, bah, justement, en technique, justement. Je dirais plutôt le métier de vidéaste, mais aussi, alors il y en a qui en sortent qui sont steadicamers, mais ça c'est plutôt la licence puisqu'ils forment au métier de steadicammer. D'ailleurs, je crois que c'est une formation certifiée également. Euh, et électricien aussi, Mm. ou monteur, que ce soit sur After Effects ou sur Premiere Pro. D'accord. J'en profite pour répondre directement à une question qu'on nous pose de Théo, qui lui est en BTS, donc post-production, BTS audiovisuel. Mhm. Donc c'est, j'imagine, il a pas vraiment ce côté pratique que tu parles. Est-ce que tu peux quand même devenir réalisateur scénariste si t'as pas ce côté pratique? Donc si t'avais pas fait cette deuxième école, est-ce que tu aurais quand même pu être réalisatrice des projets que tu fais aujourd'hui? Euh, Disons que oui, la réalisation, c'est principalement théorique, on est vraiment dans la conception, mais après ça, c'est ma manière de considérer les choses, bien sûr, mais pour moi, c'est pas mal d'être formé quand même à un peu tous les métiers ou de se renseigner sur tous les métiers qui composent notre équipe, ne serait-ce que pour pouvoir échanger avec nos chefs de poste et parler le même langage. Par exemple, là en ce moment, je suis en train de me former sur la VFX puisque j'y connais rien du tout, Mm. pour pouvoir justement travailler sur mon prochain projet et utiliser les mêmes termes en fait et faire comprendre mes idées à donc mon VFX artiste. Donc au final, il faut avoir un peu des connaissances un peu partout pour réussir à parler avec tous les techniciens Ah experts dans mais chaque oui, domaine. c'est ça. Ok, donc donc sur Théo, il faudrait, au final, la formation pratique est quand même nécessaire pour être réalisateur, pour faire ce métier-là. Oui. Après, on n'est pas bien sûr obligé de passer par une école, hein. Aujourd'hui, tout est disponible sur YouTube, il faut juste voilà, savoir chercher et avoir une discipline de travail. Hmm. On a quelques images justement de cette deuxième école, de la SAE. Donc ça, c'est des projets que vous faites au sein de l'école. C'est ça, oui. Donc l'avantage de cette école également, en tout cas quand j'y suis passée, c'est qu'ils étaient plutôt ouverts aux projets et aux initiatives étudiantes. Donc là, par exemple, les étudiants ont pu tourner un clip où j'étais assistante réalisatrice en utilisant le matériel de l'école. D'accord, Donc là, donc c'est ça, beaucoup de la LED. ouais, Pardon? beaucoup de l'aide. Et c'est, ouais, là, ça te permet de faire du projet personnel en plus par rapport à ta première école. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu as en termes de matière dans cette école? Qu'est-ce que vous voyez concrètement? Quels sont les cours? Mmh, alors, on a eu notamment des cours de montage avancé, mais aussi de lumière. C'était plus en fait comme des ateliers pratiques. Par exemple, OK, pendant 3 semaines, on va voir comment conduire une interview. Donc on était, donc dans la réalisation, plus web et donc multicam. Heu, L'échange avec les invités, et le montage également en multicam. Heu,
On a vu un peu aussi donc tout ce qui était assistant à réalisation et conception de scénario également, histoire d'avoir une introduction quand même au langage cinématographique et audiovisuel. Mais voilà, dans cette école, enfin, oui, je considère ça plus comme une introduction. Euh, le focus était vraiment sur le côté pratique. D'accord. Et donc, mais le focus sur le côté pratique reste global, c'est-à-dire qu'on apprend un peu tous les métiers. On n'est pas spécialisé, par exemple, sur être chef op ou être cadreur, être assistant caméra. On voit un petit peu tout. C'est ça. Et Euh, oui, vas-y, vas-y. Juste un exemple, la formation Steadicammer, elle se fait dans le cadre d'une licence sur 3 ans, il me semble. D'une licence et donc à la fin, par exemple celui qui est aujourd'hui Steadicammer, il a dû également réaliser un projet comme était précisé dans le cadre de ses études. Donc c'est pas purement effectivement sur une branche de métier. D'accord. Et donc, on a parlé sur ta première école, l'ESSEC, d'intervention professionnelle. Est-ce qu'il y en avait aussi dans la SAE Institute? Oui, il y en avait. Alors pour le coup, c'était principalement les cours. Alors comme j'étais en formation courte, j'avais surtout des intervenants qui venaient de manière ponctuelle. Donc là, effectivement, c'était eux-mêmes soit des freelances, soit des salariés, par exemple, de boîtes de production, dans le cadre D'accord. des cours de montage. Ou des cours de montage. Ouais, donc en plus de toute la partie sur le plateau, il y a aussi des cours de montage. Les cours de montage, ça se fait sur quel logiciel, par exemple? Il y avait Premiere Pro et After Effects. D'accord, donc c'est sur la licence Adobe au final. On travaille pas sur Avid Oui, ou c'est ça. sur DaVinci Resolve. Non, exactement. Donc au final, Ah si, il y c'est... avait un petit peu de DaVinci, pardon, mais ça c'est pour la licence, pas pour la formation courte. Je ne sais pour quelle raison. Ah oui, oui, parce je pense qu'il faut le préciser, c'est que toi, tu as fait la formation courte, qui est une formation en 1 an, mais il existe la licence qui fait 3 ans. C'est ça. Et donc, c'est quoi la différence entre ce que tu apprends à la formation courte et ce que tu apprends sur la licence en global? La licence en global, pour le coup, se rapproche plus des études que j'ai pu faire à l'ESSEC. Donc là, on rentre également beaucoup plus dans la théorie, on va dire, du langage cinématographique. Et la formation courte, c'est vraiment plutôt express. On a un total de 200 heures. Donc c'est vraiment si tu as déjà les bases et que tu veux approfondir certains points avant de lancer ton activité. En tout cas, enfin, c'est comme ça que je l'ai vu et vécu. Ok. Donc, pareil, je vais revenir un peu comme à l'ESSEC. Comment ça se passait en termes, quels étaient les points positifs, les points négatifs de cette formation-là, selon toi? Euh, Qu'est-ce que ça a été ton ressenti, en fait, sur cette école-là? Alors, donc pour moi, en plus, on a comme à l'ESSEC des cours qui sont enrichissants et contact avec des professionnels qualifiés, mais aussi accès à du matériel quand même bah, de haute qualité. Alors, on n'a pas une Alexa, mais on a une Amira et Hmm. des Blackmagic. Euh, Il y a une Jib et beaucoup de LED pour le coup, donc des codes, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant si on veut s'y initier. Euh, pour moi, on a aussi un contact privilégié avec le corps enseignant, tout simplement parce qu'il y a peu d'étudiants. Donc c'est vraiment Ouais. très intéressant pour ce point-là. Par contre, en moins, je dirais que le campus est un peu éloigné de toute la vie étudiante ou parisienne qu'on peut espérer avoir quand on commence ses études et qui est intéressant aussi de vivre quand on commence ses études. Euh, donc voilà, donc il n'y a pas beaucoup de restaurants, etc. D'un autre côté, ça peut être pas mal pour se concentrer uniquement sur les études, voilà, et Ouais. rentrer chez soi le soir. Ça peut être une autre manière, ouais, c'est peut-être fait exprès. Oui, c'est ça, peut-être. Et donc, Euh, oui, vas-y, vas-y. oh, excuse-moi. En autrement, il y en a bien sûr quelques-uns, quelques autres. Voilà, c'est principalement pratique, mais il faut quand même avoir quelques bases, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est juste 200 heures de cours, donc ça va assez vite. Euh, voilà, et puis si on veut faire de la théorie, faut regarder des tutos YouTube en plus, je pense, parce que Oui, ça manquerait, on va dire. ça manque un Mm. peu de théorie. Oui. Et ces deux formations-là, donc, je vais les regrouper parce que je pense que ça revient à peu près à la même chose. Est-ce que c'est des formations du coup audiovisuelles axées pour le web, axées pour le cinéma ou axées pour la télé, ou est-ce que ça permet un peu d'aller dans n'importe quel domaine? Bah, justement, l'ESSEC, c'était vraiment axé cinéma, pour le coup, avec que des intervenants du cinéma ou des critiques. Et à la SAE, c'était vraiment purement axé web. Donc pareil, là, en intervenant, on avait des personnes qui font plus des projets, notamment en freelance Ok. Et ou en institut. ou en institutionnel, ouais, donc plutôt côté web institutionnel, donc pas vraiment télé. Il n'y a pas eu du tout télé du coup en termes de la formation et pas Télé, je accent. dirais, à part l'atelier multicam, non, c'était vraiment plutôt
petite introduction. D'accord. Mm. Et ensuite, comment, quand on sort du coup ici de la SAE, euh, est-ce que il y a un réseau avec l'école qui permet de rentrer dans le milieu pro directement? Toi, tu as choisi de faire la freelance, mais est-ce que pour d'autres gens de la promo, on peut facilement rentrer dans des boîtes de production ou rentrer finalement dans le métier professionnellement parlant? Oui, alors il me semble, pardon, comme pour la licence à l'ESSEC, qu'il y a un stage obligatoire à la fin donc de la licence. Donc là, évidemment, l'école fait son maximum pour aider les étudiants à le trouver. Il est obligatoire pour valider le diplôme. D'accord. Donc, Euh, oui. oui, pardon. Vas-y, vas-y. Oui, bon, pour moi, il faut toujours un peu travailler par soi-même aussi, mettre la main à la pâte et pas uniquement se reposer sur l'école pour se professionnaliser. Et donc, donc il y a pas de, toi, t'as pas eu de stage sur la SE parce que vu que c'était une formation courte, il n'y a Mm. pas de stage. Du coup, je vais revenir par rapport à l'ISEC où tu as fait un stage. Donc là, tu as été accompagné pour trouver ce stage ou est-ce que tu l'as trouvé par toi-même? On a un accompagnement effectivement et des disons rendez-vous ou rapports par mail réguliers en fonction, avec, des étudiants qui sont en charge, pardon, des professeurs qui sont en charge de notre classe. Néanmoins, ça a été assez compliqué avec cette période du covid, c'est pour ça que j'ai, élargi un peu, ce que je cherchais comme stage et que je suis allée faire du montage. Au final, bah, c'était plutôt pas mal, mais du Je- coup, je l'ai trouvé par moi-même sur une plateforme, il me semble que c'était Indeed. D'accord. Ah oui, donc sur Indeed, donc oui, c'était sur un réseau personnel, enfin un réseau à part. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'était un stage de combien de semaines? C'était 3 mois. Ah oui, 3 mois. Donc ça fait quand même un stage assez long. Et donc c'était comment? Explique-nous un peu qu'est-ce que tu as fait à ce stage. Comment ça s'est passé? Alors, c'était un stage de, post-production vidéo et retouche photo dans une agence, de brand content. C'est une agence qui prenait en charge des projets, vidéo et photos pour, donc des marques, notamment, La Redoute, Balzac Paris, et cetera. Christophe, par exemple et donc il y avait, une personne à la conception, une personne à la communication, une personne au montage. Donc en l'occurrence, voilà, j'avais un maître de stage qui était monteur et retoucheur photo et on se partageait les missions, au sein de l'agence qui était, toute petite, assez familiale. D'accord. Donc, un coup, est-ce que tu es familial? Est-ce que tu as retrouvé ce que tu avais appris à l'école? Est-ce que tu l'as retrouvé en pratique ou pas du tout? Est-ce que c'était quelque chose de totalement différent? C'est une bonne question que je m'étais jamais posée. Je me sentais pas, entre guillemets «lâchée d'un grand bain». Non, Hmm. je savais ce que je faisais, voilà. Donc effectivement, on avait bien quand même, été préparés à la fois au niveau peut-être de l'ambiance, du monde professionnel, se préparer au monde professionnel, mais aussi au niveau des compétences. Et donc, tu as pu réaliser quel type de projet pendant ce stage? Est-ce que tu as pu participer vraiment à des projets concrets? Effectivement, donc j'ai pu, mener le montage, de plusieurs vidéos, campagnes promotionnelles, notamment pour, Le Pantalon, une marque, française de jeans, hem, ainsi que Frangin Frangine, une marque pour les enfants. Donc là, c'était le montage de leurs vidéos et puis j'ai pu aussi, tourner et monter une vidéo promotionnelle pour, La Redoute Intérieure en 2021. Donc, c'est cette vidéo qu'on a à l'écran. Donc là, est-ce que tu étais réalisatrice de cette publicité? J'appellerais ça plutôt vidéaste dans le sens où j'ai pas conçu l'idée. J'étais là pour filmer ce qu'il y avait de brut sur place et, euh, et voilà, créer une histoire à partir des images au montage. D'accord. T'as fait la captation, t'as fait le montage. Oui, t'as fait quand même, t'as suivi le projet sur vraiment beaucoup de choses. C'était que cette première, parce que du coup, c'était une expérience quand même pour la Redoute. On voit que là, sur les images, on voit que voilà, il y a du travail avec les enfants, tout ça. Toi, tu l'as ressenti comment, entre guillemets, cette première expérience vraiment dans le bain? Euh, c'est une bonne question. Bah, je dirais que peut-être qu'en tant que stagiaire, je n'étais peut-être pas suffisamment accompagnée sur ce projet. Néanmoins, j'ai eu une véritable liberté créative. Et je pense que c'est justement lié au fait que c'était une petite boîte euh, avec ce côté familial, etc. Donc, comme on était aussi sur les locaux, je me suis pas forcément sentie intimidée d'être face à une marque, parce qu'au final, on est face à des représentants qui sont tout à fait sympathiques. Et donc, ça s'est très bien passé.
Ok. Et donc tu sors de ce stage de 3 mois. Et est-ce que ça t'a changé? Est-ce que t'as rien fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus ce stage? Hem, Ce stage, je dirais que oui, au côté personnel, je dirais développement personnel, il m'a apporté une confiance dans mes capacités, notamment en montage et une niaque, une envie, de porter mes projets, en fait. Donc à partir de ce moment-là, je me suis vraiment dit, «Ah, c'est décidé, je vais me lancer dans la réalisation de projets qui sont à mon initiative». Et bon, ça va être, je pense, bon, on va voir, c'est une question difficile, mais qu'est-ce que ça veut dire être réalisateur en vraiment à proprement parler, si on doit expliquer quelqu'un qu'il est réalisateur, qu'est-ce que c'est concrètement? Être réalisateur, c'est, orchestrer, alors en une phrase, ça va être compliqué, heu, être réalisateur, c'est orchestrer, la mise en œuvre d'un projet, qui soit le sien ou, né de l'initiative de quelqu'un d'autre et le porter jusqu'à, c'est ça, jusqu'à sa fin, en fait, jusqu'à sa diffusion. Heu, donc bien sûr, ça va un petit peu plus loin que ça va être le préparer, dans toutes ses étapes, en fait, pour chacun des domaines, qui existent dans ce projet. Par exemple, les costumes, à l'image, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va ressentir quand on va le voir? Pourquoi on va ressentir cela? Qu'est-ce qui va suivre? Quelle en est l'origine? Donc c'est vraiment pouvoir apporter une réponse à toutes les questions que se pose également l'équipe technique, mais aussi disons l'équipe artistique. Hem, Ça va être pouvoir orchestrer effectivement le côté technique et le côté artistique, d'un projet, d'une histoire, Donc dans le but de le réaliser. ouais, Oui, pardon? c'est le chef d'orchestre en fait de toutes les équipes qui sont autour. Oui, Et il a une part oui, c'est le représentant artistique du contenu au final. oui, c'est ça. Euh, donc tu sors donc de ce stage-là, tu étais sûr de vouloir faire la réalisation. Il te manquait cette pratique, donc tu es rentré dans une école pour faire cette pratique. Tu sors de la SAE Institute. Euh, et du coup, comment se passent les choses ensuite? Alors par la suite, c'est allé un peu vite, mais en fait, il s'avère que j'étais beaucoup dans le monde de la musique électronique, à côté. Donc j'ai eu, des contacts, de contacts qui m'ont appelé le bouche à oreille tout simplement, pour, me commander un clip. Donc à partir de ce clip-là, on en a fait un deuxième et aujourd'hui, je travaille sur d'autres contrats avec un autre artiste, grâce aux images que j'ai pu avoir, que j'ai pu faire avec, ce premier groupe. Hem donc, heu, donc c'est assez long quand même de préparer des projets. C'est quand même des projets qui sont sur plusieurs mois en fonction de l'ambition, je dirais, du scénario tout simplement, qui est à la base. À côté, j'ai fait, des prestations en tant qu'électricienne de plateau. C'est également une de mes passions Mhm. et voilà, donc j'en suis là aujourd'hui, entre 2 projets. D'accord. Et donc, tu parlais d'abord de réalisation de clips. Donc là, par exemple, on a un clip. Donc, il y a Katasi, c'est ça? C'est un de tes premiers clips que tu as Oui, réalisé? Ou c'est un. c'est ça, ouais. Le D'accord. 2e, il me semble, 3e, pardon. Troisième, ouais. Et donc, oui, donc tu as fait combien de clips par rapport à aujourd'hui? Par rapport à aujourd'hui, beh, justement, j'en ai fait, 3, si, je compte, non, je compte pas les petits projets, solo, où on choisit une musique sur internet évidemment. Ouais. Donc 3 de commande, 3 de commande et je travaille sur, 3 projets pour, 2024. D'accord. Et donc, par exemple, pour ce clip, on a des images. Comment ça se passe en termes de production? C'est-à-dire que tu as à la charge la production et la réalisation, ou est-ce qu'il y a une production à côté qui gère justement toute la logistique, ou est-ce que c'est vraiment toi qui dois tout gérer, entre guillemets? Alors pour le moment, je gère, mes projets. Justement, je me suis formée, dans ce but, donc à la fois en assistant à la réalisation, mais aussi en montage. Donc au final, de A à Z, je vais pouvoir être au contact donc, de l'artiste, du client et ainsi, bah, gérer en fait toute la phase de pré-production à post-production. Donc, tu réalises ces clips-là, donc tu les factures donc sous forme d'entreprise. Donc, tu as créé une Oui, micro-entreprise, c'est ça? c'est ça. Donc, tu l'as créée directement à la sortie de ta formation SAE, ou il y a eu un temps entre. C'était quelques mois plus tard, puisqu'entre-temps également je préparais mon premier projet de fiction, donc Loup, le thriller horrifique
Donc c'était, je crois entre novembre et décembre, quelque chose comme ça, de 2021 si je ne me trompe pas. Afin d'effectivement pouvoir facturer, pour le premier clip que j'allais faire avec, Cinética, donc Hmm. Yakatasi. Parce que pour toi, quand tu es sorti de la fin de tes études, tu savais que tu voulais devenir en freelance ou est-ce que tu hésitais justement à rentrer en CDI dans une boîte, une agence de communication par exemple, ou à être intermittente, ou est-ce que la freelance ça a été direct un choix dès la sortie? Alors, c'est peut-être personnel, mais j'ai un peu de mal avec les boîtes. Donc, je tente au maximum là enfin, je maximise vraiment les efforts pour pouvoir me porter toute seule, on va dire, et pouvoir faire uniquement de la réal plutôt que plusieurs prestations, notamment ELEC à côté. Et par la suite, j'aimerais beaucoup, notamment, travailler avec des boîtes de production, effectivement. Donc, pour moi, ça passe par monter un portfolio et pas arriver sans image, bien sûr. Mm. Donc là, tu es dans la phase Donc, justement de création de ce portfolio au final avec de c'est ça. nombreuses réalisations. Et par la suite, tu veux comment dire, appartenir à une boîte de production en tant que réalisatrice du coup. C'est ça. Je suis pas contre le fait de continuer de travailler, en solo, en fonction des projets, des appels, des artistes et cetera. Mais oui, ce serait pas mal. Ok. Et donc pour l'instant, tu es sous forme de cette micro-entreprise, donc tu savais que tu voulais partir là-dessus dès le début. Comment ça s'est passé pour toi, cette création? Est-ce que c'est compliqué? Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui souhaitent justement se lancer en freelance. C'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer à créer sa propre entreprise? Alors la difficulté, je pense que c'est, de se former et d'accepter aussi de se former. Parce que dit comme ça, c'est super simple de lancer son auto-entreprise. On peut le faire en 2 minutes, sur un site web. Néanmoins, c'est, quelque chose de difficile que de trouver des clients. Heu et en fait, être entrepreneur, c'est un métier auquel il faut également se former. Donc on peut le faire, la chance qu'on a, c'est qu'on peut le faire en ligne, un peu comme les métiers de l'audiovisuel. Mais il y a aussi beaucoup de formations en ligne si on veut être accompagné. On peut aussi être accompagné par la CMA, la Chambre des métiers, de l'artisanat. Donc en fait, c'est vraiment essentiel, pour moi, pour tout ce qui est gestion d'une entreprise, marketing, que ce soit digital ou IRL, technique de vente également, technique de négociation. Tout ça, ce ne sont pas des choses qu'on apprend, en école, que ce soit, dans le cursus, scolaire ou, plus tard, Hmm. en études supérieures. Et c'est quand même important. Faire des factures, comment les éditer, faire ses comptes aussi. Donc c'est très important pour moi Ouais, donc de tout passer ce ça, stade-là. ouais, tout ça, on l'apprend pas justement à l'école, dans des écoles de visuel, donc ça, tu es obligé de te former. Non. Donc t'as des endroits où on peut se former justement à ce genre de, de pratique. Oui, alors j'ai mis quelques effectivement, j'ai envoyé le lien de quelques ressources. Donc on a notamment le portail auto-entrepreneur, qui fait des vidéos sur YouTube, qui a un podcast, mais aussi, un site web où il propose notamment un accompagnement, au lancement d'une entreprise. On a également des infopreneurs, ça s'appelle. Donc attention, faire le tri, hein, puisqu'il y a beaucoup de scammers dans le lot. Mais je recommande La Micro by Flo, qui lui aussi fait des accompagnements, des coachings personnalisés et qui également édite énormément d'articles. Donc c'est une mine d'informations au sujet de l'entrepreneuriat. Voilà. Je reconseille également d'entrer en contact avec la Chambre des métiers pour pouvoir être accompagné. D'accord. Tu parlais juste, pour une définition d'un mot, t'as parlé de scammer, c'est quoi exactement un scammer? Les scammers, désolé pour l'anglicisme, c'est en fait des personnes qui vont chercher à arnaquer d'autres personnes par le biais d'Internet. Donc en faisant miroiter des offres alléchantes et trop belles pour être vraies. Justement, si c'est trop beau pour être vrai, si on vous promet la lune, faites attention. Hmm, évidemment. Ouais. Donc, tu as cette phase de création d'entreprise. Ça t'a pris combien de temps à créer justement du premier document envoyé jusqu'à vraiment à l'entreprise propre? Ça t'a pris combien de temps? Ça m'a pris donc, allez, une vingtaine de minutes pour faire la déclaration en ligne et 2 semaines pour recevoir, mon SIRET. Hmm. Donc, ça peut se faire vraiment très rapidement Oui, en quelques semaines. ouais. Donc, tu crées cette micro-entreprise et ensuite, comment tu vas dénicher des clients? Ou est-ce que les clients viennent à toi? Comment ça se passe? Alors ça peut passer par plusieurs biais, donc évidemment, le plus vieux du monde et qui marche très bien jusqu'à aujourd'hui, c'est la bouche à oreille. C'est vraiment en se faisant des contacts évidemment. Donc la partie «physique» entre guillemets du métier, ça va être d'aller à des événements, de rencontrer d'autres professionnels, pas forcément notre, on va dire, client cible, mais aussi, d'autres professionnels du milieu.
Il y a une partie en ligne qui se passe également par donc récolter des adresses mail, récolter des contacts et leur envoyer des mails en leur proposant un projet. Euh, Aussi par téléphone. Donc ça se fait beaucoup aussi si on veut démarcher des boîtes de prod pour être par exemple élec chez eux, avec eux. Et voilà, donc il y a aussi de inbound marketing, ça s'appelle de l'inbound marketing. Ça va être notamment d'avoir un site web ou de faire de la création de contenu afin d'avoir une présence en ligne. Quand les gens vont taper un mot-clé, ils vont trouver votre nom et ainsi vous attirerez les clients grâce à ce que vous postez. Donc presque les bras croisés, on va dire. Ouais. Bon. Ça c'est l'idéal, mais voilà, c'est un travail qui se fait sur, enfin tous les jours en fait, toutes les semaines. Voilà. Et donc aujourd'hui, donc, tu parlais beaucoup de réalisation de clips musicaux. Est-ce que tu as d'autres types de réalisations que tu fais via ton entreprise? Pour l'instant, j'en ai pas encore signé, mais j'espère pouvoir re-signer des contrats de production de brand content, en fait, de contenu promotionnel pour les marques. Voilà, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir raconter des histoires à partir de ça. D'accord. Et ensuite, donc, tu réalises aussi donc, quelques courts-métrages. On a parlé de Lou tout à l'heure. Ces courts-métrages, ils sont via ton auto-entreprise ou est-ce qu'ils sont produits, autoproduits? Est-ce qu'ils sont produits par une boîte de production? Comment, financièrement, tu réalises ces courts-métrages? Effectivement, pour l'instant, mes courts-métrages sont autoproduits. Pareil, hein, je considère qu'il faut avoir un portfolio avant d'envoyer son dossier à des boîtes de production pour financer les projets futurs. Donc ça, ce sera plus pour moi dans le courant 2024-2025, en fonction de la sortie de mes films. Donc là, je suis également entre deux projets de courts-métrages. Euh, Parce que donc à côté, je fais des films institutionnels, mais donc bien sûr, pour moi, ce qui m'intéresse également, c'est la fiction. Euh, c'est pouvoir raconter les histoires que je crée à partir de rien, on va dire. Hmm. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai réalisé mon premier court-métrage Lou, et là je vais réaliser un court-métrage pour le Nikon Film Festival. D'accord, donc Donc encore d'ici une un autre qui semaine. passe. Et donc est-ce que tu travailles avec les mêmes équipes? Est-ce que tu recrutes tes équipes? Combien vous êtes à travailler dessus? Logistiquement, comment ça se passe, même au niveau du matériel ou des équipes techniques, justement? Alors effectivement, je me suis constituée une équipe principale, on va dire. Après bon, ça va, ça vient en fonction des disponibilités, bien sûr. Mais au cours de mes études et donc des rencontres que j'ai faites en tournage également. Et donc c'est mes équipes bénévoles, j'essaye au maximum de les engager sur mes projets professionnels. Justement pour moi c'est le but en fait. Et donc voilà, donc c'est cool. Ce qui est cool, c'est de pouvoir se créer un noyau, une petite famille en fait. C'est aussi ça le propre de notre métier et, euh, et pouvoir s'entraider les uns les autres. Donc au niveau de la logistique, effectivement, je travaille avec des personnes qui sont équipées et on fait des petites locations matérielles en fonction des besoins du scénario. D'accord. Donc ouais, donc c'est des projets complètement bénévoles. Moi, ce que je me demandais, c'est donc en termes en étant donc micro-entrepreneur, donc est-ce que financièrement, est-ce que on vit bien, je veux dire, est-ce que c'est facile financièrement d'être freelance ou est-ce que il y a des difficultés par rapport à être en CDI ou dans un autre type de statut? C'est vrai que c'est quand même difficile et c'est pas forcément fait pour tout le monde. Pour moi, il faut quand même se donner des objectifs qui soient atteignables. Et c'est pour ça que je recommande de se former avant, puisqu'au final, je considère que moi, j'ai lancé mon entreprise un peu à la va-vite. Et donc, j'ai pris un certain temps à pouvoir trouver des clients et des prestations parce que je ne savais pas tout simplement comment faire. Donc, en vrai, avant de se lancer, c'est pas mal de se renseigner avant, notamment si on a l'âge de profiter de l'ACRE. Euh, donc, c'est une réduction des charges qu'on doit payer sur notre chiffre d'affaires, pardon. Et donc du coup, j'ai un peu sauté l'acre, quoi. Ça, c'est dommage. Donc c'est pour ça que je recommande de se former. Euh, voilà, donc c'est un travail de tous les jours. Et franchement, c'est possible, c'est totalement possible, mais il faut taffer. Ouais. Et par exemple là, si on prenait un exemple, c'est quoi pour toi une semaine type aujourd'hui en tant que freelance? Une semaine type, alors j'ai 3 jours ou 4 en fonction des besoins où je me consacre au projet client. Euh, Là, en ce moment, je mets également une journée, donc ça fait 3 journées, une journée où je me consacre à mon projet personnel du Nikon, parce qu'on va tourner dans une semaine. Ah oui. Euh, oui, voilà, donc je me donne quand même une demi-journée, une journée entière si je peux de libre, parce que c'est important de prendre du repos pour être efficace. Et les donc 2 autres journées qui restent, ça va être pour tout ce qui est donc marketing et administratif.
D'accord. En termes de et prospection. et marketing et prospection, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Le marketing, pour moi, bah, ça va être le marketing digital, donc effectivement la gestion des réseaux sociaux, du site internet, mais aussi les contacts presse notamment et pour la partie prospection, bah, là justement ça va être d'envoyer des mails, de passer des coups de téléphone, de réseauter également. Hmm. Donc, faut savoir, en tant que freelance, faut savoir vraiment s'organiser son planning semestriel, puisque bah, par rapport à quelqu'un qui est en CDI ou dans une entreprise, on n'a pas un planning fourni. Faut savoir mettre la main à la pâte, entre guillemets. C'est ça, c'est toute l'entreprise mais en une seule personne ou un seul ordinateur. Ouais. Donc, est-ce que Mmh. c'est compliqué des fois de se détacher parce que est-ce que Se détacher. je veux dire on peut travailler des heures et des heures. Est-ce que des fois peux travailler des nuits, enfin des journées entières, faire 12 heures de travail par jour? Est-ce que tu arrives justement à rester dans un cadre un peu à te limiter un peu dans ton travail ou vraiment tu travailles sans jamais t'arrêter? Alors au début justement, j'avais ce penchant-là où je travaillais à n'importe quelle heure de la journée et cetera et j'avais un peu des missions qui venaient par-ci par-là, mais pas vraiment de trucs organisés, enfin de semaines on va dire organisées et au final avec le temps, enfin une année passant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément bénéfique personnellement et en fait ce qui est important c'est de réussir à trouver son propre rythme. Par exemple, hem de se fier à son chronotype notamment, chronotype, si on se couche plutôt tôt ou si on est plutôt un lève-tard, faut pas se forcer en fait et concrètement, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé effectivement à organiser, de plus en plus strictement, mes journées. Résultat, j'ai fait un micro burn-out, donc maintenant je m'impose vraiment des pauses et des horaires de, 8 heures à 18 heures pour vraiment, pouvoir me relâcher, me relaxer. Ouais, oui, oui, tout à fait. Et Sinon on donc, tient pas. Mmh, oui, sinon c'est, j'imagine on peut pas voir leur passé au final. c'est ça. Oui, c'est un des dangers du métier, je dirais, c'est, de risquer le burn-out parce qu'au final, on a tellement de liberté qu'on se dit: «Bon, bah, je vais bosser depuis mon lit, je vais rester en pyjama toute la journée et puis je vais taffer de 22 heures à 6 heures du matin». Mais au final, c'est impossible d'accumuler ce rythme-là, notamment après des années où on a été habitué, par exemple à l'école, à se réveiller, à travailler de 8 heures à 18 heures, à se coucher à 22 heures. Enfin, faut trouver son rythme. Mm. Et du coup, ce rythme-là, donc tu as dû l'apprendre par toi-même, t'as pas eu t'as pas eu cette prévention-là lors de tes formations à l'école, ou au contraire si. Non, justement, c'est ce que je regrette. Bon, pour les EC, vu qu'ils forment au côté ciné et cetera, je pense que ça mériterait d'avoir un côté, Heu, peut-être prévention, développement personnel, enfin, un côté juste sur, le côté humain, en fait, du métier, parce qu'on est dans des métiers où on se donne vraiment humainement, et humainement, effectivement, on n'a pas vraiment de distance avec le métier qu'on fait dans l'audiovisuel, ne serait-ce que c'est parce que c'est notre passion et donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre par soi-même. Mm. Ouais, c'est quelque chose qui était pas bien présenté à l'école, parce que à l'école, est-ce qu'on vous préparait justement à travailler en CDI, on vous préparait à travailler intermittent, ou vous ne préparez pas à un statut particulier? Hem, c'est, un peu compliqué, pour cette école de cinéma où j'étais. L'école d'audiovisuel, donc évidemment, est formée au métier de production audiovisuelle, donc au freelancing, et effectivement, au salariat, on va dire, enfin, en boîte de production. Néanmoins, du côté école de ciné, on nous met plus en garde sur le fait que c'est difficile de trouver du travail, qu'on nous aide vraiment à nous former, enfin, comment le trouver. Mm. Donc ça, c'est ce que je regrette un peu, mais je pense que c'est similaire à toutes les écoles. Ouais. Et donc aujourd'hui, donc tu fais surtout la réalisation institutionnelle du clip, mais ton objectif c'est de faire de la réalisation cinématographique rémunérée, on va dire, puisque pour l'instant c'est de l'autoproduction. C'est Euh, ça. donc pour toi, avec ce rythme-là, dans combien de temps on peut espérer devenir réalisateur de films comme tu souhaiterais le faire? C'est une bonne question. En prenant en compte les temps de production, alors et en les doublant, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, quand on fait un film. Par exemple, un court métrage, bon, tu te dis que tu vas le faire, en, heu, en 3 mois. Bon, au final, ça en prendra sans doute 6 Hmm. et je dirais que, là, d'ici 5 ans, en tout cas, c'est mon objectif, j'aimerais bien, avoir déjà tourné avec des boîtes de production et être enfin, entre 2 contrats, en gros, bien sûr. Donc des contrats produits, à la fois en fiction et continuer sur le clip vidéo aussi parce que, bah, j'ai cette passion pour la musique. Et donc ouais, ce serait d'avoir cette double casquette de réalisatrice de clips vidéo, réalisatrice de films. Court métrage, long métrage, est-ce que tu as une préférence?
Heu, Honnêtement, j'ai pas de préférence. Le goal ultime dans le parcours de réalisation, effectivement, c'est de parvenir au long métrage afin de pouvoir être diffusé en salle de cinéma à un public, disons, oui, international, heu et non uniquement de professionnels comme ça peut être le cas pour les courts métrages. Donc effectivement, ce serait le but final. Ok, donc je pense qu'on a vu à peu près ton parcours jusqu'à aujourd'hui, de tout début jusqu'à aujourd'hui, t'es freelance. Donc dans 5 ans, l'idée, donc tu souhaites poursuivre ce parcours de freelance dans 5 ans, pendant 5 ans du moins, en espérant euh, travailler ensuite sur des films. Est-ce que je trouve plus mes mots. Euh, J'avais ma question, elle est partie dans l'espace. Euh, le- le- je On la va retrouve, revenir. je ne la trouve plus, ouais. Mais donc, ouais, donc tu as eu tout ce cursus-là. Oui, pour rejoindre des boîtes de production, est-ce que toi, tu as une idée de comment tu vas les contacter ou est-ce que c'est que tu envoies des CV au pif? Est-ce que c'est dans le réseau, justement, en travaillant, comme tu disais, en tant qu'électromachiniste sur des plateaux? Est-ce que tu peux rencontrer du monde qui te fait rencontrer du monde? C'est quoi, en fait, la démarche pour atteindre, justement, les boîtes de production? Alors effectivement, pour moi, le but, c'est vraiment d'essayer de maximiser, les efforts, et donc ça passe, par effectivement rencontrer, des boîtes de production, en tant que technicien. Voilà, de garder les contacts, pour pouvoir par la suite les démarcher. Donc ça fait qu'on a déjà un contact avec la personne, effectivement, c'est intéressant. Heu pour le coup, vraiment essayer partout. Ça peut être des anciens professeurs, on ne sait jamais, ou même des collègues de travail qui font pas le même métier. Heu, je pense notamment à si on veut faire du brand content, donc des films pour des marques. Après, effectivement, du démarchage à froid, donc contacter des gens qu'on ne connaît pas par mail ou par téléphone en envoyant un portfolio. Mais Ok. il faut quand même viser effectivement les boîtes de production, bah, évidemment, plutôt petites dès le départ, c'est ce que je vais faire, et cela va de soi, mais aussi qui produisent des films similaires au genre de ceux que je fais. Hmm. Oui, parce qu'ils vont être attirés par des profils qui correspondent à leur image de production, j'imagine. Je pense, ouais. Donc tu parlais d'un portfolio, donc pour toi c'est important d'avoir un portfolio de créer avant pour montrer. Oui, pour moi, c'est essentiel. En vrai, peu importe, pas le format, mais l'origine, comment, dans quel cadre ces images ont été faites. Le tout, c'est que ces images soient là et qu'elles racontent quelque chose, qu'elles, montrent votre patte. Que ce soit un projet bénévole ou une commande ou autre. Ouais, Enfin, les images parlent d'elles-mêmes au final, quoi. oui, il faut créer des choses par soi-même, mais du Oui. coup, pour quelqu'un, par exemple, moi j'ai une idée pour réaliser un court-métrage. Comment faut s'y prendre en fait? Comment tu fais toi pour réaliser les courts-métrages comme Lou ou les choses comme ça quand t'as une idée en fait? Comment on fait pour trouver du matériel, pour faire du montage, tout ça? Au début, ça commence par une phase solo où, donc on écrit son scénario et même avant ça, on prépare la structure de son histoire et ce qu'on veut raconter. Ensuite, une fois que le scénario est là, voilà, on choisit, on définit quel matériel on va utiliser, quelles les ambitions, en fait, que vont avoir ce film, où il va se tourner, où il pourrait se tourner, et cetera. Et donc, à partir des besoins, on va savoir, combien de personnes doivent travailler sur ce film. Donc une fois que j'ai vraiment la base, le dossier de production de mon film, je vais commencer à chercher les techniciens dans mes contacts. Hem Et à partir de ce moment-là, donc je m'entoure d'une équipe, mise en scène, une équipe de production. Donc pour mon prochain projet, notamment pour le Nikon, donc j'ai un assistant réalisatrice, un assistant de production, également un régisseur général, qui m'assiste dans l'organisation et la planification du projet. Heu donc je gère tout ce qui est contact avec, les techniciens, découpage technique, contact aussi avec l'équipe artistique, donc chef opérateur, VFX artiste, heu, costumière, et cetera. Et bien sûr le comédien. Hem, à la production, donc tout le monde est déjà briefé, tout le monde sait ce qu'il va faire, on se pose pas de questions, on suit la feuille de service. Et après au montage, donc moi je fais le montage vidéo, mon chef opérateur fait l'étalonnage et nous avons ensuite, un mixeur et un compositeur, ainsi que le VFX artiste. Donc, tu disais que donc, récupérais le technicien via ton réseau, mais comment on récupère justement, comment on crée ce réseau de techniciens autour de soi? Alors certains font partie donc des études que j'ai faites, donc des collègues de classe, des camarades de classe. D'autres, c'est, des annonces notamment sur, Cinéast, donc les plateformes qui mettent en relation, les personnes dans l'audiovisuel, ou encore les groupes Facebook. Ou sinon, c'est des recommandations d'autres techniciens qui sont déjà sur le projet.
D'accord, ouais. Et à partir de là, donc tu arrives à te créer un réseau. Aujourd'hui, bon, je sais que c'est difficile à estimer, mais euh, pour toi, il y a combien de techniciens autour de toi que tu peux appeler là n'importe quand pour leur proposer un projet? Au total, Ouais, au total, en manière générale, là, dans ton répertoire, tu aurais combien de techniciens pour tourner un film? de ceux que je connais déjà, on va dire avec qui j'ai eu un contact, sans compter peut-être les candidatures que j'ai eues par mail, euh, une trentaine, quelque chose comme ça. Ouais, donc ça C'est fait pas non plus déjà. énorme, mais bon, tant que Oui, c'est des personnes qualifiées pour moi. hmm. C'est vraiment l'important, c'est vraiment le contact humain, la relation qu'on va avoir avec une personne, ainsi que ses compétences, bien sûr. C'est vraiment un équilibre entre les deux dans ce métier qui sont importants de trouver dans un collègue, dans un partenaire. Hmm. Bah, je voulais prendre un moment pour revenir justement sur une de un de tes courts-métrages bon, qui est en cours de montage son là, c'est Lou, hein, c'est bien ça le nom du Oui, court-métrage. Donc, est-ce que c'est tu peux ça. expliquer concrètement comment s'est déroulée par exemple la phase d'écriture, ensuite la phase de recherche, la phase de tournage, si tu as des anecdotes ou des choses comme ça sur comment ça se déroule vraiment un tournage comme celui-là? Alors, les tournages, comme on le sait, de courts-métrages, ça a une économie particulière. Mhm. Une fois que la phase créative est passée, donc écrire le scénario, là, c'est comment on va l'adapter au budget qu'on a Ouais, et au matériel aussi qu'on a. Donc, c'était donc la phase de préparation. C'était surtout de trouver des solutions pour pouvoir réaliser ce projet. Euh, sur le côté technique, on a fait sur 2 ans plus de 70 réunions préparatoires. On a eu également 7 changements de date de tournage, justement, parce que comme c'était un projet bénévole, si les gens ont un projet rémunéré à cette date-là, ou tout simplement un souci familial, par exemple, comme c'est mhm. normal, il ne peut plus venir, donc on décale le tournage. Euh, et voilà, c'est aussi beaucoup de problèmes logistiques, notamment 9 annulations d'hôtels de Airbnb, parce que les gens ont peur, deviennent frisqués quand on leur dit qu'il y a un tournage qui va se passer. Euh, mais voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup de préparation logistique. On a eu, je crois, 3 jours de casting, 100 candidatures, parce que le but c'était vraiment de faire une œuvre complète, travailler jusqu'au bout, en fait, le plus possible. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était assez compliqué à mettre en place, mais voilà, une fois que c'était terminé, enfin, on était tous extrêmement réjouis, quoi. Tu as parlé du coup surtout là de l'aspect de la pré-production, de la préparation au tournage. Ensuite sur le tournage, comment ça se passe concrètement avec les équipes, avec les acteurs? Comment tu gères la Alors chose? concrètement, donc sur le tournage, en tant que réal, tu peux t'appuyer donc sur ton assistant réalisation, et tu vas principalement, pour, pardon, communiquer avec l'équipe et tu vas principalement t'appuyer donc sur lui ainsi que ton chef opérateur et ton équipe HMC, pour pouvoir donc porter toutes tes informations à l'équipe. Moi, j'en oublie sans doute quelques-uns, mais grosso modo, tu vas être en contact, tu vas communiquer, être en communication avec les chefs de poste, qui ensuite vont relayer tes informations aux autres techniciens, afin que tu puisses te focaliser donc à la fois sur ton cadre et surtout sur ton acteur, ton actrice en l'occurrence. Euh, Parce qu'en gros, c'est ça le gros, gros, gros focus en tant que réal. C'est vraiment 20% de informations techniques sur le plateau et 80% de temps passé avec ton acteur ou ton actrice pour préparer la scène. Ouais, donc enfin beaucoup de préparation. Après toi, du coup, pendant les prises, donc t'étais cadreuse ou comment? Parce que là, bon, on a l'image, je sais pas si c'est toi en fait. Oui, c'est moi. En fait, pour certaines prises, effectivement, j'ai cadré. Alors, notamment pour la séquence d'avortement, euh, voilà, j'avais envie d'avoir une scène très très immersive, donc d'être au plus proche de l'actrice. Et comme c'est une scène très intime, donc j'ai choisi de cadrer ce moment-là. On a fait un tournage en équipe réduite à ce moment-là. Mais sinon, pour les autres plans, donc là, on a le machiniste qui cadre avec une jib, une Hmm. grue, ou encore le chef opérateur ou un steadicammer qui cadre en fonction des plans. D'accord. Donc on voit qu'en termes de matériel, il y a quand même énormément de matériel. Là, on voit que c'était quoi comme caméra que vous avez utilisé? Une Amira, Harry. Hmm. Donc c'est un budget assez conséquent. Tu disais que c'était autoproduit là, par exemple pour ce court-métrage-là, c'est combien à peu près en termes de budget de production pour sortir un film comme ça? Alors, la chance que j'ai eue, l'opportunité que j'ai eue avec ce projet, c'est que comme c'était de base un projet étudiant, j'ai pu emprunter le matériel de l'école où j'étais, donc l'ASAE.
Au niveau du Steadicammer, j'ai pu le défrayer également parce que lui, il avait déjà donc son matériel personnel, ainsi que le chef opérateur. Donc au final, chacun a apporté un peu de matériel. Donc le budget principal qu'il y avait, ça a été donc la location de l'utilitaire et des voitures pour le tournage, l'essence bien sûr, et tout ce qui est logistique humaine au final, donc le catering, mais aussi le maquillage bien sûr. Hmm. Ok, donc ouais, oui, tu avais cette aide de ton école qui t'a grandement aidé en fait en termes matériels puisque tu n'as eu aucune charge sur le matériel au final. C'est ça, heureusement. Il y a quelques D'accord. défraiements quand même, par exemple par rapport au son. Donc on n'avait pas de matériel son, donc là j'ai défrayé un jeune professionnel. Ah oui, d'accord. Oui, qui avait son propre matériel et donc tu défrais. D'accord. On a une question par rapport justement à l'inverse de la technique, plutôt du côté de l'acting. On demande pour ce type de production, est-ce que les acteurs, c'est des connaissances ou est-ce que c'est des candidats libres? Comment ça se passe, la recherche d'acteurs pour ce type de production? Euh, pour moi, je fonctionne plutôt par candidature, effectivement, afin de voir le maximum de profils possibles, mais aussi au coup de cœur, au feeling. Donc c'est important de rencontrer la personne avant. Euh, mais on peut aussi tomber sur des muses, par exemple. Donc c'est le cas de Alicia, l'actrice de Lou, que Mm. j'ai rencontrée en casting, mais aussi de l'acteur de mon prochain film, Okito, que j'ai rencontré en tournage. Donc D'accord. ça dépend, mais pour moi, ça se fait vraiment au feeling par rapport au jeu de la personne et à ce qu'elle représente. Ouais, donc c'est pas forcément des connaissances, ça peut être n'importe qui en fait Non, que tu rencontres ou qui candidate. c'est ça. D'accord. Après, pareil pour des clips, j'essaie de travailler avec des connaissances au maximum pour redistribuer en fait le fait qu'ils aient apporté leur travail bénévolement à mes projets. D'accord, ouais, je vois. Donc on a parlé Mm. du tournage, ensuite au niveau du montage. Donc le tournage c'était quand exactement cette période de tournage pour Lou? C'était entre 2021 et 2022 à cheval. Ah oui, c'est que vous avez tourné sur une très très grande période, mais à des jours précis. C'est ça, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, Pendant donc 2 jours sur plusieurs mois d'affilée. ok. Ah oui, donc production longue. Euh, et donc après ce tournage, donc vient la post-production. Donc tu disais que tu montais toi-même les images. Toi, Mm. donc là, le montage image est fini, c'est le montage son qui est en cours. Toi, ça t'a pris combien de temps à faire ce montage pour l'instant? Le montage, pour l'instant, il m'a pris. Alors attends, je crois que je l'avais noté quelque part, le nombre d'heures. Hmm. Ah oui, oui, t'as le nombre d'heures. Euh, Ça a pris pas mal de temps. Alors, je notais des plages horaires, tu sais, sur Google Agenda. Ouais. Mais grosso modo, ah, si je peux te retrouver ça. Parce que oui, tu montais sur Premiere Pro, j'imagine, vu que tu as été formé sur ce logiciel-là. Exactement. Ça m'a pris une dizaine de jours de montage. D'accord. Ouais, Enfin, en tranche de 8 heures, on va dire. hmm. Donc ouais, donc ça te fait 80 heures de montage à peu près. Ouais. Ouais, donc un sacré boulot. Et euh, pareil au niveau du montage, bon, c'est pareil, c'est notre compétence. Pourquoi, par exemple, pourquoi pas avoir pris un monteur? Est-ce que c'est juste parce que tu n'avais pas de monteur ou est-ce que tu préfères toi-même monter tes images ou est-ce que tu arrives facilement à déléguer en fait en tant que réalisatrice? Effectivement, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore, le fait de déléguer. Mais je considère que le montage, bah, c'est dans mes compétences et bah, après j'ai plus une appétence pour, le fait de monter mes propres projets. Heu, mais voilà, j'ai les compétences pour, et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié la première partie de ta question, désolée. Bah, c'était au niveau oui, au niveau du coup du montage. Est-ce que Ah c'est oui, que bien sûr, t'avais pas pris déléguer. de monteur ou voilà, ou est-ce que tu souhaitais déléguer mais que t'as Mmh. pas pu? Oui, j'ai eu des propositions pour le montage, mais effectivement, pour moi, ma vision artistique, elle sera jamais mieux interprétée que si c'est moi qui le fais au final. Heu, dans ce que je peux faire, bien sûr. D'accord. Est-ce que pour finir sur cette petite partie sur le court-métrage, est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose sur ce tournage qui s'est passé ou même sur la production en général? Hem, une anecdote, alors, anecdote, rigolote, j'en ai pas vraiment. Heu, on a une anecdote, assez particulière, c'est qu'on a eu des abandons de poste, pendant le tournage. Voilà, ce sont des choses qui arrivent malheureusement, notamment sur des projets bénévoles. Les gens sont libres, de partir, et donc à partir de là, heu, bah, il y a quelque chose qui s'est formé, c'est une véritable entraide et une solidarité entre les membres de l'équipe, heu, quelque chose de vraiment très fort, en fait, et au final, c'est grâce à eux que j'ai pu terminer ce projet parce que, bon, pour le coup, j'étais un petit peu démoralisée,
Mm. Euh, mais voilà, et donc c'était vraiment cette force-là qui m'a poussée à le terminer et je le regrette pas, quoi. Ouais, parce que ouais, un abandon de poste, hein, c'était en plein milieu d'un tournage comme ça où ça s'est passé? Oui, c'est ça, en pleine nuit en plus, donc on a dû encore annuler un Airbnb après. Euh, mais voilà, malheureusement, il y a eu des mésententes entre des techniciens. Et voilà, comme je le disais, comme ils sont retenus par rien, certains ont décidé de partir. Hmm. Ouais, donc c'est des. J'imagine que ça doit être pas difficile sur un tournage, parce que surtout les tournages, c'est des périodes très courtes qui sont compliquées à rallonger ou voilà, s'il y a des soucis. Ouais, Du coup, ouais, j'imagine que ça doit être quelque chose de compliqué, mais oui, c'est le risque dans le cas de projets bénévoles comme ça. J'imagine que c'est quelque chose qui se effectivement. passe pas sur des projets. Bah, par exemple, j'imagine que sur des projets que tu as eu avec ton entreprise, c'est pas quelque chose qui est arrivé, je suppose. Effectivement, je n'ai jamais eu de problème. Oui, effectivement, c'est tout con, hein. Alors c'est pas méchant, mais si le projet est bénévole et que les gens se sentent pas bien, ils sont effectivement libres de partir, ils ne sont pas retenus. Donc si t'es pas payé, bon, et que t'es un peu fâché, voilà, tu te Hmm. barres pour être. Ouais. Oui, Mais, pour. euh, mais bon, effectivement, j'essaie de m'entourer aussi de personnes, disons, de confiance avec qui j'ai déjà travaillé sur mes projets rémunérés également. Hmm. Parce qu'en termes d'heures de tournage, c'était des. Pareil, on parlait de plage horaire tout à l'heure, c'est des plages. Tu dis que tu tournes la nuit ou des choses comme ça. C'était un tournage intense. C'était assez intense. Après, bah, grâce à ma formation, pardon, en assistanat réel, j'ai quand même cette grosse conscience, on va dire professionnelle par rapport à toute la logistique d'un tournage, bah, notamment parce que j'ai été technicienne et que j'ai déjà fait des tournages de 14 heures, 18 heures. Moi, je mets pas mes techniciens dans ces situations-là en tant que Hmm. réalisatrice. Et j'ai aussi bien sûr les assistants de production ou assistants à réalisation pour encadrer les conditions de travail des techniciens. Ça, c'est super important. Ouais, oui, parce qu'en plus d'être réalisatrice, parce que est-ce que tu avais des assistants réalisateurs avec toi pour justement t'accompagner sur cette partie logistique? Oui, oui, effectivement. Oui, parce que oui, en Euh, plus de gérer tout ta, parce que je pense que c'est aussi une des difficultés du métier de réalisatrice, c'est de gérer, gérer son point de vue artistique pour rendre le film comme on le veut. Et j'imagine à côté, il faut aussi gérer tous les problèmes que tu as, surtout que là, du coup, tu es également productrice, vu que tu oui, autoproduis. c'est ça. Donc, comment tu arrives à switcher entre le mode artiste et le mode productrice, entre guillemets. Alors, je pense que dans mon cas, en fait, peut-être que le côté productrice devrait sortir un petit peu plus parce que il était un peu intégré au côté réalisation et donc dès que j'avais une idée artistique, tout de suite venait par exemple la question du budget. Donc en fait, ça s'est fait assez naturellement, notamment parce que je pense que j'ai une appétence pour tout ce qui est organisation, planification, etc. Mais effectivement, là, sur mon projet de Nikon, j'ai l'opportunité de m'appuyer sur un assistant de production. C'est vrai que c'est pas mal quand même. C'est vrai que pouvoir se concentrer purement sur la réalisation, c'est pas négligeable. Ok. Bah écoute, on peut s'arrêter là sur le court-métrage Loup, mais du coup qui va sortir, Ouais. enfin qui sort en festival et qui va prochainement, j'imagine qu'il y aura plus d'informations sur Instagram ou des choses comme ça. Oui, c'est ça, sur mon Instagram. On a aussi un compte Instagram pour le film, lou.courtmétrage, qu'on Ok. donnera toutes les infos au fur et à mesure. Bon bah super, bah bon courage pour le film, pour sa Merci. vie en festival. Maintenant je te propose de Merci passer à beaucoup. un petit jeu. C'est un jeu qui est basé d'un concept d'Hugo Décrypte. T'auras 60 secondes pour répondre à un maximum de questions que je vais te poser. Donc c'est des Ok, questions relatives aux études, à ton métier. C'est pour voir un peu ton avis sur différentes choses. Donc c'est voir très un bien. peu comment ça va. Est-ce que tu es prêt pour ce jeu? C'est parti. Eh bah top, le meilleur de ton métier, Le meilleur de mon métier, le côté humain, le meilleur de tes études. euh, les profs, Le meilleur réseau social. Insta, Le pire conseil qu'on t'a donné. euh, lève-toi super tôt, Ta caméra préférée. Harry Alexa, Le plus difficile dans ton métier. le contact humain, Ton logiciel de montage. Premiere Pro, La meilleure compétence à avoir. l'adaptabilité, La meilleure source d'apprentissage de ton métier. les gens, Court ou long métrage. long. Faut-il forcément faire des études pour faire ce métier? Je ne pense pas, mais ça aide. Ta plus grande réussite professionnelle. Loup, je dirais. Et faut-il être passionné?
Oui, Ok, tout à donc fait. ça fait 13 questions répondues, sachant que pour hier, on a eu 6 et 8, je crois. Donc t'es Ok. quasiment au double. Je vais revenir, tu avais dit, le meilleur de tes études, tu dis les professeurs. Pourquoi les professeurs? Bah, justement parce que c'était des passionnés, en fait, et passionnés par leur métier, mais aussi passionnés par le fait de partager leur savoir, et leur passion, et je pense que ça, en partie, ça c'est quelque chose qui a fait que je me suis passionnée du cinéma. C'est de voir la passion que les gens avaient pour ça, et ça, je pense, dès les cours de CAV, en fait. D'accord. Ouais, donc les professeurs, c'est eu un peu un déclic pour toi. Du coup, les professeurs sont Je importants en pense. fait par rapport aux études, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Je pense, oui. Des professeurs ou simplement des senpai, comme dirait-on, Mm. heu, des gens qui ont des choses à nous apprendre, en fait. D'accord. Et après, tu disais sur le pire conseil qu'on t'a donné, c'est se lever tôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, j'ai pensé justement à ces scammers, les gens qui sont dans le business efficace avant tout, qui vont te dire de te lever à 5 heures du mat, de faire 30 minutes de méditation, puis 30 minutes de sport. Enfin, Mm. faut trouver son rythme, quoi. Notamment en entreprise, enfin, c'est courir au burn-out que d'essayer de s'adapter à quelque chose qui ne nous convient pas. Et je pense que ça va aussi dans le choix du métier qu'on fait. Mm. Oui, parce que moi, bon, je vois des fois sur Instagram ou sur d'autres réseaux, on voit justement ce genre de vidéos passées où ils expliquent leur routine, de se lever à 5 heures, de faire 30 minutes de sport. Voilà, c'est très réparti. Toi, pour toi, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas la réalité du métier de freelance. Bah, s'il y a des gens qui peuvent le faire, c'est très bien. Comme il y a des gens qui adorent travailler, par exemple, sur une île déserte, aux Bahamas, j'en sais rien. Heu, encore une fois, c'est vraiment en fonction de toi, en fonction de ce qui s'adapte le mieux à ta manière de concevoir le monde et concevoir la façon dont tu veux faire ton métier. Et ça, cette liberté qu'on a, c'est une chance aussi, mais ça peut être un poison. Donc il faut vraiment, choisir les sources d'informations, voilà, D'accord. qu'on suit. On va arriver bientôt à la fin de la session. Si vous avez des questions, ceux qui sont sur Discord ou sur YouTube, vous pouvez les poser maintenant. On va prendre un petit temps pour y répondre. Moi, je vais te poser une de mes dernières questions. Ça serait euh, un réalisateur ou une réalisatrice. C'est quoi ces trois caractéristiques pour être un bon ou une bonne réalisatrice? Mmh. C'est une bonne question. Pour moi, donc il y a un côté humain, qui est important d'avoir quand même. Pour moi, il faut savoir, fédérer autour d'un projet, autour de soi. Hem, il faut aussi, avoir pour moi je dirais, une envie d'apprendre, une envie d'en apprendre plus sur les autres, sur soi, sur, l'expérience humaine. Et une troisième qualité, ce serait, une humilité également. Heu, c'est, oui, effectivement, être dans le contact avec les autres et puis savoir ce qu'ils ont à t'apporter parce qu'au final, le réalisateur, c'est pas nous qui faisons le boulot. Nous, on dit juste aux gens d'aller faire des choses et c'est grâce à eux que ces choses, elles naissent. Donc voilà, pour moi, l'humilité par rapport à ça, c'est super important. Le relationnel, il est important dans ce genre de métier. Oui, quand même, Hmm. quand même, ouais. Et du coup, donc là, on a vu sur les caractéristiques. Pour quelqu'un, un lycéen comme quoi qui nous regarde ou quelqu'un qui souhaite justement devenir réalisateur mais qui a pas grand-chose pour l'instant, ce serait quoi tes conseils pour pouvoir commencer à réaliser des choses? Heu, un des conseils, ce serait, évidemment de regarder des films. Regarder des films qui nous plaisent, mais de lire aussi, de se nourrir d'autres choses que du cinéma, de se nourrir de tout, de reportages, d'histoires des histoires de nos grands-parents, de ce qui passionne les gens aussi, d'écouter les gens parler, plus qu'on passe du temps à parler et pour ensuite pouvoir raconter leur histoire. Heu, pour moi, ce serait ça, ouais, c'est ça, s'intéresser au monde, à la vie, en S'intéresser. fait. Est-ce qu'il y aurait besoin de faire, est-ce que tu conseilles de faire des études? Est-ce que tu conseilles d'apprendre par soi-même? C'est quoi le chemin que tu conseilles pour quelqu'un qui veut se lancer? Alors mon choix justement de faire des études dans le milieu justement, ça a été guidé par, heu, comment dire? Par un goût, une envie en fait, moi j'adore étudier et j'adore apprendre justement, donc je sentais que j'avais ce besoin-là. Mais effectivement on peut se lancer seul, même sans une énorme culture, cinématographique. C'est vraiment, réaliser, c'est sentir des choses et partager des émotions aussi, des idées aux gens. Donc franchement, faut se lancer quoi, faut tester, créer ses premières histoires, même si
Ça n'a pas vraiment de forme, pas vraiment de sujet. C'est au fur et à mesure que ça vient. Ok, et après au niveau des études, donc toi t'as fait le choix de faire une école privée, donc l'ESSEC en premier temps. Pourquoi ce choix? Est-ce que tu avais étudié les solutions du domaine public ou est-ce que l'ESSEC c'était un premier choix? C'était quoi ta raison d'aller à l'ESSEC par rapport aux autres? Alors, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu fou, heu, que je recommanderais pas vraiment à part si on se sent en capacité de le faire. Mais j'ai voulu m'inscrire en même temps à la fac et dans une école. La fac, ça a commencé 2 semaines avant le cursus de l'école. Donc j'ai eu un petit avant-goût des cours et cetera et en mettant le pied dans l'école, c'était une relation au travail et une relation de travail totalement différentes. Là, effectivement, à la fac, je me suis sentie dans le cliché de la grande fac, je me sentais seule et par rapport au lycée où on est vachement accompagné dans des classes de 30 élèves, hem, j'étais, un peu lâchée dans le vide, notamment parce que j'arrivais en France. Le parcours en école s'adaptait plus à ma manière de fonctionner, on va dire. Et notamment par rapport aux professeurs, effectivement, rien que le fait de pouvoir parler à mes professeurs et de les regarder dans les yeux, quand ils m'apprennent quelque chose, ça a tout changé entre la fac et l'école. Ouais, parce que la fac, oui, c'est un peu le côté amphithéâtre où on est Mmh. 150, alors que oui, l'école, tu préfères ce côté où on est 30 par classe et il y a un peu un côté de lycée au final. Oui, c'est un peu ça. Et du coup, ça Mm. veut dire qu'il y a forcément un peu d'ambiance de lycée, donc il faut faire un peu attention à ça également. Mm. Et après, l'ESSEC précisément, pourquoi? C'est parce qu'il existe, bon, sur Paris, on peut en citer 3IS, ESRA, etc. L'ESSEC, c'était quoi, pourquoi l'ESSEC? C'était quoi le petit truc en plus de l'ESSEC pour toi? Le petit truc en plus, c'est que Mm. c'était à côté de chez ma grand-mère, qui habitait à 500 mètres. Donc un énorme avantage. Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'on a une nouvelle question? Oui, on a une question au niveau de la freelance de Guillaume. Est-ce que toi, en tant que freelance, est-ce que tu rencontres d'autres freelances? Est-ce que vous échangez sur vos méthodes de travail ou est-ce que tu travailles vraiment en solo? Oui, c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus en ce moment, donc à la fois avec des collègues, donc de l'audiovisuel, des gens avec qui j'ai travaillé, mais aussi, avec des gens d'autres milieux ou qui font d'autres métiers. Parce qu'effectivement, au final, on vit tous les mêmes choses, même si, nos métiers, les résultats sont pas les mêmes, au final, on doit tous faire nos comptes, ne serait-ce que ça, trouver des clients et cetera. Donc c'est important effectivement de s'entourer, parce qu'on peut vite se sentir, à la fois seul et solitaire dans ces métiers et clairement, donc déjà, l'audiovisuel, c'est un métier d'équipe, mais Hmm. l'entrepreneuriat aussi, c'est très important d'avoir une équipe avec soi, un réseau euh, qui nous accompagne et nous soutient. Donc on a parlé juste avant de comment se trouver un réseau de techniciens. Comment on trouve un réseau de freelance? Quels sont les outils que tu utilises pour rencontrer d'autres freelances comme toi? Alors, j'utilise principalement Instagram parce que ça m'aide à trouver des gens qui sont un peu dans la même vibe, on va dire. Et puis, on découvre un peu qui est la personne, notamment au travers des stories, etc. Donc, ça permet de de lancer un premier contact tout de suite très, très personnel, sans être invasif dans les MP, par exemple. Hmm. Voilà, je vais voir quelqu'un, je discute avec eux, je propose un café, etc. Et on se fait des petits check-up de temps en temps, on se prend des nouvelles, etc. Pourquoi pas faire des projets ensemble. Euh, un petit peu sur les groupes Facebook également. Là, il y a quelques groupes Facebook intéressants pour notamment trouver des réponses à des questions qu'on pourrait se poser grâce à des communautés de plusieurs centaines ou milliers de personnes, un peu comme ce Discord. D'accord. D'ailleurs, sur ce Discord, là, on est sur Discord de Frame actuellement. Euh, est-ce que tu utilises Frame pour justement pour réseauter, si on peut dire ça comme ça? Un petit peu, oui. Alors, j'ose pas trop honnêtement prendre la parole. Des fois, je réponds à quelques petites questions ou ah bah tiens, il y a exactement une question que je me posais qui est dans ce ce petit channel. Hmm. Mais pour l'instant, j'ose pas trop commenter. Je devrais, franchement. Ouais, bah, Parce que justement, bah oui, parce que comme c'est un justement Frame, métier de relationnel, Hmm. C'est vrai que bah, complètement, c'est fait pour. tout à fait. Donc pourquoi pas, oui, parce que bon après je sais pas s'il y a une part de freelance ou plutôt technicien sur Frame. Je pense que c'est surtout du technicien, mais enfin, je pense sur Frame il y a un petit peu de tout. Mais oui, le conseil finalement pour rencontrer des freelances, c'est les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des événements qui existent qui regroupent les freelances ou pas encore? Effectivement, alors je sais qu'il y a des événements, pour le coup, j'ai pas encore eu l'occasion d'en faire puisque, j'étais, en cours au moment où c'est arrivé. Mais tu as des événements, spécialisés sur le matériel et cetera. Là, j'ai plus le nom en tête, désolée, il y en a eu un en début d'année dernière, Voilà, en ouais, Covid. donc il y a des événements qui existent Le micro salon, voilà, par exemple. Ah oui, d'accord, le micro-salon, ouais. Donc c'est des événements Ouais. pour rencontrer d'autres freelances comme toi. Oui, c'est ça.
tester du matériel aussi, parfois des masterclass, c'est intéressant. Et il existe également des associations ou des collectifs qui se forment autour de l'audiovisuel par rapport à notamment certaines valeurs. Donc par exemple, je m'intéresse à ce que font les associations ou collectifs d'IV+, qui œuvrent à plus de diversité dans le milieu cinématographique et audiovisuel. Je m'intéresse aussi à ce que fait la Bible 50-50, qui est à l'origine du mouvement MeToo. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Il y a Femmes et Cinéma, la sororité, il y a pas mal de petites associations et initiatives comme ça, où on peut en fait rencontrer d'autres techniciens, des collègues avec des vécus, des idées, des expériences similaires aux nôtres. Et voilà, et pourquoi pas, effectivement, travailler ensemble. Hmm. Des événements, ouais, pour rencontrer différentes personnes. Ok, Oui, c'est eh ça. bien, pour moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci beaucoup en tout cas pour ta présence et pour ce temps qu'on a passé ensemble. Est-ce que ça t'a plu? Beaucoup, merci beaucoup. C'est très intéressant. Eh ben, c'était avec plaisir. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. De toute façon, si les gens ont des questions, je pense que tu pourras leur répondre directement en texte ou juste après la conférence. Oui, bien sûr. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Ilona, et puis à bientôt. À bientôt, merci. Merci à toi. Et donc Bye. nous, on terminera avec la quatrième session ce soir avec Mathieu Misiraka, donc qui est chef opérateur de différents films. On peut citer Les Visiteurs du Futur et également professeur en BTS audiovisuel. Donc ce sera intéressant de voir avec lui les avantages ou les inconvénients d'un BTS audiovisuel. Ça se passe à 18h ce soir, donc n'hésitez pas à vous mettre un petit rappel. Sur ce, je vous laisse. Merci à vous et puis à tout à l'heure.